Chunk One. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir pour recevoir ce grand honneur. Un plateau de tournage était si toxique que les acteurs voyaient l'eau de leur bain devenir bleue à cause des produits chimiques. Un autre était tellement maudit que 2 acteurs principaux sont morts avant même que le tournage ne commence. Un troisième est devenu le théâtre de meurtres brutaux après que les caméras aient cessé de tourner. Hollywood a laissé derrière lui plus que de simples accessoires et bâtiments. Ils ont abandonné des lieux où de véritables tragédies se sont produites, où des gens sont tombés malades, où les ténèbres ont pris le dessus, et certains d'entre eux sont encore debout aujourd'hui, attendant la prochaine victime. Les 10 commandements, sous les sables de Californie, il y a un secret dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Ce n'est pas une merveille naturelle ou une ville fantôme oubliée. C'est une ville égyptienne entière, construite non pas par des mains anciennes, mais par Hollywood. En 1923, le réalisateur Cecil B. DeMille a créé quelque chose d'énorme pour son film, Les 10 commandements. Dans les dunes de Guadalupe-Nipomo, il a construit un décor égyptien grandeur nature si vaste qu'il ressemblait plus à une vraie ville qu'à une toile de fond. Il s'étendait sur 240 mètres de large et atteignait la hauteur d'un immeuble de 12 étages. Les imposantes portes du temple s'élevaient à 36 mètres. Il y avait 21 énormes sphinx en plâtre, 8 lions géants et 4 statues de Ramsès II pesant chacune 40 tonnes. Plus de 300 ouvriers l'ont construit en utilisant 11 000 kilos de clous et 250 tonnes de plâtre. Mais ce qui a rendu cette histoire inoubliable, ce n'est pas seulement la taille. C'est ce qui s'est passé après que les caméras aient cessé de tourner. Au lieu de démonter le décor, DeMille l'a enterré. Pas quelques accessoires, tout le décor. Le coût de l'enlèvement était trop élevé, mais ce n'était pas la seule raison. DeMille était célèbre pour son obsession de son travail. Il ne voulait pas que d'autres studios réutilisent une partie de sa grande création. Il a donc creusé une tranchée, a tout poussé dedans et l'a recouvert de sable. Et comme ça, la ville des pharaons a disparu. Pendant 60 ans, les gens ont oublié son existence. Puis, en 1983, un cinéaste nommé Peter Brosnan a découvert un indice. Il provenait de l'autobiographie de DeMille lui-même. Cet indice a mené Brosnan dans un voyage dans les dunes. Chunk 2. Ce que lui et une équipe d'archéologues ont trouvé était choquant. D'énormes têtes de sphinx pesant 136 kg étaient encore enterrées, presque intactes. Les couleurs dessus, rouge, bleu et terre cuite profonde, étaient encore vives. Même après avoir été sous terre pendant près d'un siècle, ces couleurs étaient peintes spécifiquement pour faire ressortir les statues sur un film en noir et blanc, une astuce intelligente perdue dans le temps. Déterrer le site n'est pas facile. Chaque permis de fouille coûte environ 135 000 $. Mais cela n'a pas empêché l'équipe de poursuivre son travail. Ce qu'il déterre n'est pas seulement un décor de film perdu. C'est un morceau de l'histoire d'Hollywood qui est devenu un véritable site archéologique. Ces types de décors n'existent plus de cette époque. Ils n'étaient jamais destinés à survivre, mais celui-ci l'a fait. Piégé sous les dunes comme une capsule temporelle. Star Wars, la menace fantôme. Au milieu du chaud désert tunisien, à ce moment environ 20 km au nord d'une ville appelée Nefta, il y a un endroit étrange et calme. On dirait quelque chose d'un autre monde. C'est parce que c'est le cas, ou du moins, c'était le cas. En 1997, un groupe de cinéastes est arrivé ici et a commencé à construire un décor de film pour Star Wars, la menace fantôme. Ils n'ont pas simplement jeté quelques accessoires et ont déclaré que c'était fini. Ils ont passé 5 mois à construire un spatioport grandeur nature appelé Mosespa. Il comportait environ 20 bâtiments blancs ronds répartis sur le sable et de grands évaporateurs d'humidité qui ressemblaient à des machines d'une autre planète. Pour même y arriver, ils ont dû construire une nouvelle route reliant le site à l'autoroute la plus proche. Le tout a coûté environ 3 millions de $. Cet endroit n'était pas seulement un joli décor. Il est devenu la maison d'enfance d'Anakin Skywalker.
Cela signifiait que c'était le point de départ de l'histoire de Dark Vador. Pour les fans de la saga, ce n'était pas seulement un décor, c'était un morceau d'histoire. Et pourtant, il disparaît, non pas à cause du temps, des Vandales ou même de la négligence, mais à cause du désert lui-même. Chunk 3. Ici, en 2013, en 2013, un scientifique nommé Ralph Laurenz de l'université Johns Hopkins a publié quelque chose de surprenant dans une revue appelée Géomorphologie. Il étudiait la façon dont les dunes de sable se déplacent. Pas seulement de petits tas de sable, mais des géants appelés barkhans. Ces dunes rampent sur le terrain au fil du temps, transportées par le vent. Et il s'avère que l'une d'elles se dirige droit sur Mos Espa. Lorenz a calculé que le décor pourrait être complètement enseveli en seulement 6 ans. Et une fois que la première dune aura terminé le travail, une dune encore plus grande attend derrière elle. Cette nouvelle a choqué beaucoup de gens, surtout en Tunisie. Le gouvernement espérait utiliser le site comme attraction touristique. Après tout, combien de personnes peuvent dire qu'elles se sont tenues sur le lieu de naissance de Dark Vador? On a même parlé de bulldozer pour sauver le décor, mais les scientifiques ont dit que cela ne ferait que gagner un peu plus de temps. Finalement, le désert gagne toujours. Maintenant, si vous voulez voir Mos Espa par vous-même, ce n'est pas facile. Vous devez traverser un paysage désertique accidenté juste pour y arriver. Et quand vous y arriverez, vous trouverez des bâtiments déjà remplis de sable. Certaines parties ont complètement disparu, englouties par la terre. La chaleur est brutale. Les étés atteignent souvent plus de 50 degrés ou 122 degrés. L'air sec fissure les murs et le vent ronge ce qui reste. Petit à petit, le spatioport s'estompe. Full Metal Jacket. Stanley Kubrick n'a pas seulement filmé un film de guerre. Il a transformé l'une des ruines industrielles les plus dangereuses de Londres en rue de la bataille du Vietnam. Pour Full Metal Jacket, il a choisi l'usine à gaz abandonnée de Beckton comme remplaçant de la ville dévastée de Hue. Construite en 1870, cet endroit avait été autrefois la plus grande usine à gaz du monde. En 1949, elle alimentait la majeure partie du nord de Londres. Mais au moment où Kubrick est arrivé dans les années 1980, c'était un terrain vague, toxique et en ruine. C'est exactement ce qui le rendait parfait pour lui. Ce que la plupart des gens ne réalisaient pas, c'est à quel point c'était vraiment dangereux. Chunk 4. L'acteur Matthew Modine, qui jouait le soldat Joker, en a parlé des années plus tard. Il a dit que Beckton était l'un des endroits les plus toxiques où il ait jamais été. Le sol était rempli de plus de 30 produits chimiques cancérigènes connus. L'amiante recouvrait presque tout. Les acteurs se baignaient le soir et regardaient l'eau devenir bleu cobalt à cause des produits chimiques qui collaient à leur peau. Kubrick avait la permission de faire ce qu'il voulait là-bas. Le site était déjà destiné à la démolition. Il en a donc profité pleinement. Il a fait venir des centaines de palmiers pour imiter l'environnement vietnamien. Ils devaient être soulevés avec des grues et entretenus constamment. Des panneaux, des devantures de magasins et des publicités vietnamiens ont été placés sur le décor, transformant les bâtiments brisés en une réplique obsédante d'une zone de guerre. Mais Kubrick n'a pas seulement utilisé la décomposition, il l'a aggravée. Son équipe a défoncé des bâtiments et remodelé les ruines pour qu'elles correspondent plus étroitement à sa vision. À la fin du tournage, le site était dans un état encore pire qu'au début. Il ne reste plus rien de cet effort massif aujourd'hui. L'usine à gaz a disparu. Le décor du Vietnam a disparu. Tout ce qui reste, ce sont les Alpes de Beckton, une étrange série de collines artificielles faites de décennies de déchets industriels. À un moment donné, ils ont même été utilisés pour le ski sur sol sec. Le bon, la brute et le truand. Le désert de Tabernas en Espagne donne l'impression d'un endroit où le temps a oublié de passer. Il est sec, vide et silencieux. Mais caché dans ce silence se trouve une histoire qui ne s'est jamais vraiment terminée. Pendant plus de 70 ans, cette étendue de terre andalouse de 12 000 hectares a été l'un des plateaux de tournage les plus fréquentés au monde.
Des années 1950 jusqu'en 2020, plus de 300 films y ont été tournés. Il est devenu si important pour le cinéma que l'Académie européenne du cinéma l'a officiellement qualifié de trésor de la culture cinématographique européenne. Dans les années 1960 et 1970, ce désert a vu quelque chose de presque irréel. Parfois, jusqu'à 25 films étaient tournés ici en même temps. Des cow-boys croisaient d'eux, le chemin de soldats romains. Des figurants se sont égarés sur les mauvais plateaux. Chunk 5. C'est devenu un étrange rêve où Clint Eastwood pouvait croiser un château médiéval ou un char romain pouvait rouler à travers un saloon western, mais personne n'a arrêté les caméras. Ce mélange de chaos et de créativité a transformé le désert de Tabernas en quelque chose de magique. Il est devenu le Far West d'Hollywood. Même s'il se trouvait à des milliers de kilomètres dans le sud de l'Espagne, certaines des plus grandes stars de l'histoire y ont vécu pendant des semaines. Clint Eastwood, Henry Fonda, Charlton Heston, Sophia Loren, Richard Burton et Elizabeth Taylor ont tous marché sur ces plaines poussiéreuses, transformant le désert en une seconde maison. Des réalisateurs comme Sergio Leone ne l'ont pas seulement utilisé comme arrière-plan. Ils ont construit des villes entières, de vrais bâtiments, de vraies rues, de vraies prisons. Ce n'étaient pas seulement des accessoires de cinéma. C'étaient des mondes fonctionnels conçus pour ressembler et se sentir comme la frontière américaine. Des décennies plus tard, certaines de ces villes sont encore debout. Vous pouvez vous promener dans Mini Hollywood, Texas Hollywood et Western Lyon. Vous pouvez voir les mêmes bâtiments où des duels ont été tournés et où des héros sont partis au coucher du soleil. À El Alblar, vous pouvez vous tenir à l'endroit où Blondin a laissé Tuco, dans le désert, dans le bon, la brute et le truand. À El Chorto, vous pouvez voir la même prison que dans et pour quelques dollars de plus. Ces endroits n'ont pas été reconstruits, ils ont simplement été laissés pour compte. Le bois est craquelé, la peinture est décolorée, mais l'histoire est toujours là. Si vous regardez de près, vous trouverez de vieux panneaux et des accessoires cassés enfouis dans le sable. Une partie de l'équipement de ces jours-là est toujours assise dans les coins recouverts de poussière. C'est comme se promener dans un musée oublié qui n'était pas censé exister, où le vent feuillette les pages d'histoires inachevées. Sergio Leone a un jour essayé de faire en sorte que le désert ressemble à Monument Valley, le célèbre lieu de tournage de western américain. Mais il l'a fait pour une fraction du coût, et le résultat a été plus qu'un simple cinéma intelligent. Il a laissé derrière lui quelque chose qui a survécu aux personnes qui l'ont construit. Big Fish, caché au fond des bois de l'Alabama. Il y a un endroit qui ressemble à un rêve que quelqu'un a oublié de se réveiller. C'est la ville de Spectre, construite par Tim Burton pour son film Big Fish de 2003. Contrairement à la plupart des plateaux de tournage qui sont démolis après le tournage, celui-ci a été laissé derrière exprès. L'équipe a proposé de tout démolir, mais les propriétaires fonciers, Bobby et Lynn Bright, ont dit non. Chunk 6. Ils ont décidé de le garder, ne sachant pas qu'il deviendrait l'un des sites touristiques les plus étranges du Sud. Burton a dépensé environ 2 millions de dollars pour construire cette ville imaginaire à partir de zéro. Elle comportait plusieurs maisons, un magasin général, une église blanche brillante et même une forêt effrayante avec des arbres en polystyrène. Les arbres ont été fabriqués par le même studio qui a travaillé sur Jurassic Park, ce qui montre les efforts qui ont été déployés pour que tout soit réel. Mais les bâtiments n'étaient censés être vus que de l'extérieur. Il n'y avait pas de vrais murs, pas de plancher et rien de construit pour durer. Pourtant, les conceptions étaient si détaillées que de nombreuses structures ont réussi à survivre après de 20 ans de pluie, de chaleur et de tempête. Le temps, cependant, a rattrapé Spectre. Certains bâtiments ont commencé à s'effondrer lorsque les propriétaires ont essayé de nettoyer le désordre en brûlant les restes de bois. Le feu est devenu incontrôlable et a détruit toute la rangée de magasins. La maison qui appartenait au personnage d'Helena Bonham Carter, Jenny, a été endommagée par des inondations et plus tard démolie. Puis, comme si l'endroit était maudit par la magie même qu'il célébrait autrefois,
la foudre a frappé l'une des maisons restantes le 2 juin 2023. Elle a brûlé comme dans un film. Ce qui reste aujourd'hui est étrange et étrangement paisible. Il y a 6 maisons encore debout. L'église reste, bien qu'elle soit usée et craquelée. 2 des faux arbres de la forêt sont toujours là, et les colonnes de l'ancienne maison de Jenny sont tout ce qui reste de sa partie dans la ville. Chaque année, environ 12 000 personnes visitent que ce rêve qui s'estompe. Ils paient 3 $ pour le traverser et se sentir, ne serait-ce qu'un instant, comme s'ils étaient entrés dans un autre monde. Et peut-être que la partie la plus magique est ce qui s'est passé dans l'église. Un groupe de chèvres a emménagé. Elles dorment sous le haut toit et errent dans la ville, comme si elles en étaient et c'était les propriétaires. Les gens appellent ça le paradis des chèvres. Maintenant, Lost Horizon. Le film Lost Horizon de Frank Capra était censé être un rêve. Ce qu'il est devenu, c'est un récit édifiant. En 1937, Columbia Pictures a tout mis en œuvre pour créer un lieu mythique appelé Shangri-La. Ce n'était pas seulement un film, c'était une obsession. Le studio a approuvé un budget record de 1,25 million de dollars. Cela en a fait le film le plus cher qu'ils aient jamais tenté. Chunk, 7. Mais les choses sont rapidement devenues incontrôlables. À la fin, le coût total avait plus que doublé. Il a atteint 2,6 millions de dollars, y compris les tirages et la publicité. Avec l'argent d'aujourd'hui, cela représente environ 30 à 40 millions de dollars. La plupart de cet argent a été consacré à la construction de quelque chose que Hollywood n'avait jamais vu auparavant. Le chef décorateur Steven Goosson a créé un paradis montagneux futuriste en combinant les styles oriental et occidental. Il a construit 65 décors différents à travers le ranch de Columbia à Burbank. 10 accessoiristes ont fabriqué plus de 700 pièces pour lui donner une atmosphère tibétaine authentique. Le cœur du film, le Grand Lama, est devenu le plus grand décor jamais construit à Hollywood à l'époque. Goosson remportera un Oscar pour son travail. Mais derrière la beauté, les choses s'effondraient. Le casting du Haut Lama s'est transformé en quelque chose de presque maudit. Tout d'abord, le rôle a été confié à un acteur de théâtre de 56 ans nommé A.E. Hanson. Il est mort d'une crise cardiaque juste après avoir appris qu'il avait obtenu le rôle. Son remplaçant, Henry B. Walthall, âgé de 58 ans, est également décédé avant même que le tournage ne commence. L'équipe, maintenant ébranlée, a décidé d'engager quelqu'un de plus jeune. Sam Jaffe, qui avait 45 ans, a finalement réussi à passer à l'écran. Les conditions de tournage n'étaient pas meilleures. Les décors de Shangri-La ont été construits juste à côté de Hollywood Way, une route bruyante. Pour éviter les bruits de la circulation, ils ont dû filmer la nuit. Cela a ajouté des coûts massifs d'heures supplémentaires. Pendant ce temps, les scènes de neige et les prises de vue d'avion ont été filmées dans un entrepôt frigorifique géant à Los Angeles. À l'intérieur, le froid sous zéro gelait l'équipement jusqu'à ce qu'il se fissure ou se brise. Cela a entraîné des retards successifs. Le tournage a commencé le 23 mars 1936. Il était censé durer un peu plus de 2 mois. Au lieu de cela, il a duré 100 jours. C'était 34 de plus que prévu. Frank Capra a tourné 335 000 mètres de film au total. Une seule scène de 4 minutes a utilisé 1800 mètres à elle seule. Chunk 8. C'est la même quantité que celle normalement utilisée pour 1 heure de temps d'écran. Les scènes du Haut Lama ont été filmées pendant 6 jours de suite, puis retournées 2 fois de plus, juste à cause de problèmes de maquillage. Et après tous ces efforts, tout cet argent et tout ce temps, l'ensemble du décor a été laissé pour compte. L'imposant lama de Shangri-La, autrefois la structure la plus élaborée jamais construite pour un film, a été abandonné sur le terrain de Columbia. Lentement, le soleil et le vent de Californie l'ont brisé. Une partie s'est effondrée. Une partie a été démontée exprès. À la fin des années 1960, il ne restait presque plus rien. Aujourd'hui, il ne reste que quelques pierres, à moitié enfouies sous des décennies de terre.
Quo Vadis? Quo Vadis n'était pas qu'un film. C'était un tournant décisif. En 1961, MGM a dépensé un montant record de 7 millions de dollars pour redonner vie à la Rome antique. Cela représenterait environ 80 millions de dollars aujourd'hui. C'était le film le plus cher jamais réalisé à l'époque, et ça se voyait. Le studio n'a pas seulement construit des décors, il a construit un monde. Pour y parvenir, MGM a loué les studios Cinecittà, juste à l'extérieur de Rome. Ils couvraient près de 60 hectares et disposaient de 9 scènes sonores massives. Les équipes ont commencé à arriver en 1948. Des directeurs artistiques, des décorateurs de plateaux et des créateurs de costumes se sont réunis pour créer une version de Rome qui semblait réelle. Ils n'ont pas seulement construit un palais ou deux. Ils ont construit le cirque de Néron, le palais de Néron, toute une rue de la Rome antique, un grand pont et la Villa Palatine. Ils ont même obtenu la permission de restaurer une partie de la véritable voie appienne. Rien n'a été fait à moitié. L'équipe avait besoin de milliers de costumes pour les figurants. Ils ont fabriqué des rideaux, des tapis, des gobelets en verre et en métal et 10 chars complets. Pour tout éclairer en Technicolor, ils ont expédié 250 tonnes d'équipements de Los Angeles et en ont fait venir davantage de Londres. Le gouvernement italien est intervenu pour aider en fournissant de l'énergie à partir d'un cuirassé à la retraite. C'était la seule façon de répondre aux demandes d'énergie. Chunk 9. Cinecittà elle-même était en ruine. Pendant la guerre, les nazis l'avaient dépouillée de ses systèmes électriques. Après cela, elle est devenue un camp de réfugiés pour les survivants des camps de concentration. La transformer à nouveau en un studio de travail était sa propre sorte de miracle. Le tournage a commencé le 22 mai 1950. Des milliers de figurants italiens ont rempli les plateaux géants, donnant vie aux rues et aux arènes de Rome. Le pari a porté ses fruits. Quo Vadis est devenu le plus grand succès de MGM depuis Autant en emporte le vent. Il a ramené le studio du bord de la faillite et a obtenu 8 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film, Pirates des Caraïbes. En 2002, Disney a transformé une étendue tranquille de la côte de Saint-Vincent en la ville légendaire de Port-Royal. Elle a été construite juste pour Pirates des Caraïbes. Et pendant un court moment, la baie de Walilabou est devenue le centre d'un film à succès hollywoodien. Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira Knightley ont foulé ses quais, ont répété dans ses chambres d'hôtel et ont donné vie à la légende des pirates sur un plateau qui ressemblait à la réalité. Puis, le tournage s'est terminé. Les caméras sont parties, mais la ville n'a jamais disparu. Plus de 20 ans plus tard, une grande partie est encore là. Le Walilabou Anchorage Hotel, autrefois une base pour les stars, est maintenant juste un restaurant caribéen tranquille. Vous pouvez toujours vous asseoir, dans les mêmes pièces où les acteurs se déguisaient autrefois. Autour de la propriété, les façades et les accessoires du film original sont éparpillés comme des morceaux d'un naufrage, lentement récupérés par la nature. C'est comme se promener dans un rêve qui n'est pas encore terminé. L'un des accessoires les plus emblématiques est toujours debout, le mât du navire de Jack Sparrow, le même sur lequel il est célèbrement entré dans Port-Royal. Après le tournage, Disney l'a laissé en cadeau. Il est toujours là aujourd'hui, planté dans le sable comme s'il attendait une autre prise. Quelques canons restent également le long de la côte, bien que la plupart soient rouillés à cause des années d'air salin et de fortes tempêtes. La nature n'a pas été clémente. Le pont du quai a eu besoin de réparations presque chaque année depuis. Les tempêtes arrivent et arrachent des morceaux. En 2021, le volcan La Soufrière est entré en éruption et a recouvert toute la baie de cendres. Quelques mois plus tard, l'ouragan Elsa a frappé et a anéanti encore plus d'anciennes structures. Chunk 10. Certains accessoires qui avaient survécu pendant près de 20 ans ont finalement été perdus. Et pourtant, certaines choses n'ont jamais changé. Une formation rocheuse déchiquetée porte toujours le message glaçant du film. Des pirates squelettiques avec un panneau en bois avertissant les autres de rester à l'écart.
Cet endroit, épargné par le temps, ressemble à une scène figée. Le sable noir en dessous, créé par l'activité volcanique, ne fait qu'ajouter à l'étrange beauté de tout cela. C'est calme, inquiétant et réel d'une manière qu'un parc à thème ne pourrait jamais être. Il est prévu de construire un parc à thème Pirates des Caraïbes dans la région d'ici 2025. Mais, quelle que soit la précision de ce projet, il n'égalera pas le sentiment brut de la baie de Walilabou. Ce qui était censé être un décor temporaire s'est transformé en un morceau vivant de l'histoire du cinéma. Anonyme, au fond des bois près de Berlin, quelque chose d'étrange se dressait autrefois. Cela ressemblait à un village médiéval, oublié, avec des maisons de style Tudor, des rues pavées et un vieux puits en pierre au milieu. Les gens qui ont vu des photos de celui-ci en ligne pensaient que c'était un vrai endroit du passé laissé à s'effondrer dans la forêt. Mais ce n'était pas réel du tout. C'était un décor de film, et pas n'importe quel décor. Il allait être construit pour 2 films complètement différents sous des couches de travail acharnées, de choix étranges et beaucoup d'argent dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Cela a commencé en 2011. Roland Emmerich réalisait Anonyme, un film qui a suscité la controverse en suggérant que Shakespeare n'avait pas écrit ses propres pièces. Pour cela, ils ont construit un village médiéval complet au studio Babelsberg, le plus ancien studio de cinéma à grande échelle au monde. Cet endroit n'est pas petit. Il s'étend sur plus de 460 000 mètres carrés. Ils n'ont pas non plus lésiné sur les moyens. Les ouvriers ont construit les maisons à partir de zéro et ont même posé de vrais pavés. Ils ont tout fait dans un froid glacial, surmontant les rudes hivers allemands, travaillant parfois à -10 degrés. Leurs mains étaient engourdies, leur souffle visible dans l'air. Mais le village a lentement pris vie. Une fois qu'Anonyme a terminé, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de tout démolir, le studio a conservé tout le village, non pas pour des visites guidées ou des visites de musée, mais pour être réutilisé. 2 ans plus tard, le même village est réapparu, habillé légèrement différemment, dans Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières. La plupart des téléspectateurs n'avaient aucune idée qu'ils voyaient un décor recyclé. Chunk, 11. Et pourquoi l'aurait-il su? Il avait l'air parfait pour un monde de contes de fées sombres, rempli de sorcières et de secrets. Mais derrière cette fantaisie se cachait un étrange mélange d'échecs et de succès. Hansel et Gretel n'a pas impressionné les critiques. Ils l'ont critiqué pour son intrigue mince et sa violence excessive. Pourtant, le public ne semblait pas s'en soucier. Le film a rapporté 226 millions de dollars dans le monde, alors qu'il n'en a coûté que 540 millions à produire. 60 sorcières ont volé dans les airs à l'aide de vrais câbles. Les acteurs et l'équipe ont passé 3 mois à filmer dans ce petit village hanté. Et puis, une fois que tout a été terminé, le décor a été démoli et a disparu à jamais. C'est ce qui rend cette histoire si étrange. Des millions de dollars ont été dépensés. D'innombrables heures de travail acharné ont été consacrées à la création de quelque chose de beau et de détaillé. Et pourtant, à la fin, il a été traité comme de la ferraille. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce que c'est ainsi que l'industrie fonctionne. Construire quelque chose de réel, vendre l'illusion, puis la détruire avant que quiconque ne réalise à quel point une grande partie était vraie. Même aujourd'hui, la seule chose qui reste, ce sont les photographies. Certaines d'entre elles ont été prises par Alex Friedrich, un fabricant d'accessoires qui a vu le village passer de vivant à vide. Ces photos sont devenues virales, trompant des milliards de personnes en leur faisant croire qu'elles regardaient une véritable ruine médiévale en Écosse. Les Blues Brothers, le Dixie Square Mall à Harvey, dans l'Illinois, était censé être un symbole de croissance. Il a ouvert ses portes le 31 août 1966 avec 64 magasins et a coûté 25 millions de dollars à construire. L'espace total couvrait 56 000 mètres carrés. Mais en seulement 12 ans, il a été complètement fermé. En novembre 1978, la criminalité croissante et une vague de familles quittant la région avaient contraint les portes à fermer définitivement.
Ce qui a suivi était quelque chose que personne n'avait prévu. 2 ans plus tard, en août 1980, le réalisateur John Landis s'est présenté avec une équipe de tournage pour les Blues Brothers. Il n'a pas eu à construire de décor. Le centre commercial abandonné était déjà là, ressemblant à la fin du monde. Ils ont redonné vie à l'espace vide, au moins pendant un certain temps. Des mannequins ont été placés dans les vitrines, les lumières se sont rallumées et l'équipe a organisé une course-poursuite en voiture sauvage à travers les magasins vides. Elle est devenue l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Chunk 12. Mais lorsque les caméras ont cessé de tourner, l'équipe s'est éloignée. Ils ont laissé le centre commercial tel quel, déchiré et détruit. Une action en justice a suivi, mais n'a mené nulle part. Après cela, les choses n'ont fait qu'empirer. Le centre commercial s'est transformé en quelque chose sorti d'une histoire d'horreur. Sans sécurité et sans réparation, il est devenu un terrain fertile pour la criminalité. En 1993, un homme nommé Raymond Eves a commis un viol et un meurtre brutaux à l'intérieur du centre commercial. À peine 3 mois plus tôt, il y avait également agressé une jeune fille handicapée mentale. Et pourtant, rien n'a été fait. Le bâtiment a continué de s'effondrer. Des incendiaires ont mis le feu. Le toit a commencé à s'effondrer. Des vandales ont brisé les fenêtres et ont peint à la bombe tous les murs qu'ils pouvaient trouver. Le plus troublant était que tout cela se passait juste à côté d'un poste de police. L'endroit est devenu si étrange et inquiétant que les gens sur Internet ont commencé à suivre sa chute. En 2003, il était devenu un site culte pour les explorateurs urbains. Ils ont pris des milliers de photos. Certaines montraient des arbres qui poussaient directement à travers les planchers. D'autres capturaient d'énormes plaques de glace en hiver ou des flaques d'eau de pluie reflétant la lumière entrant par des trous géants dans le toit. Au fil des ans, il y a eu de nombreuses promesses de tout ramener. Des plans ont été annoncés en 1945, 1949, 1997 et de nouveau en 2005. Aucun d'entre eux n'a fonctionné. Finalement, en février 2012, la démolition a commencé. Elle a été financée en partie par les fonds de secours aux sinistrés de l'ouragan Ike et une subvention fédérale de 4 millions de dollars. Les travaux ont été achevés le 17 mars 2012.